Mafuta na wax de maman Moseka, les toko maka légende na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable avec le wax de maman Moseka. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'or. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Hey hey! Na imprimerie Muzuri, Tobuki ba prix na ndenge ya kafu kafu. Poche biso qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na 6 $ ya pamba. Et souki wanate, tozape na ba service lokola, broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mwana mère, Tobuki peba extend na 29 $ ya pambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur +243 98 000 45 15. Imprimerie Muzuri, vous dominez l'impression. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est ce que dit Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Soutenir le plus faible. Et parfois, ce n'est pas vraiment une question de moyens, mais plutôt de la sensibilité que l'on développe envers les autres face au malheur qui les frappe. On reviendra dans l'émission sur une vaste campagne humanitaire qui a sauvé des vies dans les fins fonds du Bandundu. Une campagne initiée par notre confrère Louis-France Kuzikessa et financée en grande partie, on en parlera dans l'émission, par l'ancienne première dame Olive Lembe Kabila. On reviendra également sur bien d'autres questions. Le débat sur la Constitution. Notre loi fondamentale est-elle devenue l'œuvre d'un régime au point que chaque régime qui passe doit retoquer certains de ses articles et la disposer selon que cela l'arrange? On verra bien. On va creuser l'abcès après l'interview de Nicolas Kazadi qui a dit beaucoup de choses. On a des choses à dire là-dessus, mais également sur les états généraux de la justice. On y voit un déferlement. C'est devenu une sorte de théâtre où chacun y passe, règle des comptes à qui il le veut. Est-ce que c'est le cadre qu'il faut pour guérir notre justice dite malade? En posant la question à un doctrinaire, Louis-France Kuzikessa, bienvenue sur notre plateau. Merci Jean-Pierre Kayembe Tatou. Merci à ton personnel. Merci et félicitations au travail qui est abattu tous les jours. J'aime bien les concepts choisis parce qu'il est très bien choisi, Jean-Pierre Kayembe, la force du détail. Ah oui, on aime en effet les détails que je trouve ici du jour au lendemain s'améliore. Les beaux plateaux, je suis très bien quand j'imagine Politicon qui a été conçu sous les arbres hier, aujourd'hui devenu une entreprise, une industrie qui donne du travail aux Congolais, qui paye les Congolais et qui participe à la paye des impôts et taxes de notre pays. Jean-Pierre, c'est ce qu'on appelle l'intelligentsia. C'est ce qu'on appelle la créativité.
Et chaque jeune à son niveau a le meilleur à donner pour la société, pour l'avenir de la République. Félicitations encore une fois. Merci bien. Et là... Bienvenue. Merci Jean-Pierre. Bienvenue. Le France qui revient de son pays Kongila dans le Bandundu. Tu y as passé une semaine pratiquement. On va parler de ce que tu es allé faire. Mais quand tu es revenu, tu as trouvé que tout a changé à Kinshasa. Tu as mis du temps dans un bouchon infernal hier, ce matin encore. Bien, nous, on est finalement habitués. Ça fait partie de notre quotidien maintenant. On ne s'habitue pas au mal, Jean-Pierre. Ah oui, il faut que la bêtise s'arrête. Il ne faut pas normaliser la bêtise. Ouais. Le problème qui est le nôtre, parce qu'il faut rappeler aux Congolais que je suis candidat président de la République, Jean-Pierre. J'ai une offre politique pour la reconstruction d'un État moderne. J'ai conçu les projets dessus sur la transformation de l'État congolais de nos jours à l'État congolais de 50, 100 ans à venir pour notre peuple. Il ne faut pas normaliser la bêtise. La bêtise en gestion, en gouvernance est considérée comme des défaillances, des limites que présente un président de la République, les limites que présente un gouvernement de la République, parce que l'objectif primaire pour lequel un acteur, une personnalité, un individu accède aux fonctions d'État, c'est pour changer. L'objectif primaire, changer du mal en bien. Alors là, on a comme l'impression qu'on a tout essayé. Et non seulement qu'on n'a pas... Donc si on a tout essayé, qu'on est à la limite de ses capacités cognitives, il faut laisser à ceux qui ont étudié l'État, ceux qui ont écrit sur l'État, ceux qui ont une idée nette sur la construction d'un État, sur la refondation d'un État, et en ce moment, assurer la relève. Parce que c'est ce qu'on appelle en médecine le transfert. Il n'y a pas de... Vous arrivez à un hôpital, Jean-Pierre, l'hôpital ce n'est pas de l'incompétence, de dire je suis à la limite de mes capacités. Il n'y a pas de honte à reconnaître que là on a échoué. Je suis à la limite. Mais Félix, ce que dit le président de la République n'est pas en mesure de dire aux Congolais qu'il est à la limite, il faut transférer les malades. Il y a des ministres sectoriels. Il y a des ministres sectoriels. Jean-Pierre, la question des transports. Je le dis comme concepteur d'un programme de gouvernance d'État. Le président de la République est le seul individu qui est capable de changer un État en bien comme en mal. Le seul. Et si vous devez compter sur le ministre exécute une politique publique d'un chef de l'État. Et quand cette politique n'existait pas, le ministre n'aura qu'à s'enrichir, Jean-Pierre. Et nous, la nouvelle classe politique, la nouvelle élite de demain, nous avons besoin d'avoir le courage, l'audace et l'honnêteté de nous lever pour dire il est venu le temps que nous puissions mettre fin à certains éléments caractériels d'antivaleur de la société pour reconstruire et doter à notre peuple un État digne. Bien, on a tout essayé pour juguler la crise des circulations chez nous. Apparemment, on est à court d'idées. Bien, on verra bien ce que ça va donner, mais là, ça rend de plus en plus nerveux. Les gens sont dans leurs états. Figurez-vous, par exemple, rien que pour la journée d'hier, personnellement, j'ai mis 4h30 sur un court tronçon de moins de 4 km. Au point qu'on dit qu'il aurait été mieux de nous laisser dans notre anarchie d'avant que l'enfer dans lequel nous sommes aujourd'hui. On va parler de ce que tu as fait sur tes terres. Mais je voudrais d'abord qu'on regarde ce reportage qui permettra à notre public de comprendre ce de quoi on va parler. Ne nous quittez pas, nous pensons que vous aurez à passer un excellent moment de télé parce qu'il n'y aura pas de questions taboues aujourd'hui. On va crever l'abcès. Clôture de la campagne Task Force anti-hernie 2024-2028 à Païkongila dans le Grand Bandundu. Au total, 301 personnes ont été opérées, dont 100 femmes et 201 hommes, parmi lesquels 40 enseignants, 15 militaires, 10 policiers et 50 fonctionnaires de l'État. Tous ont été bénéficiaires de cette initiative lancée le vendredi 1er novembre dernier par Louis-France Kousikessa sur financement de l'ancienne première dame Marie-Olive Lembe Kabila. Sujet de satisfaction pour le docteur Bienvenu Mbakalanga, médecin directeur de l'hôpital général de référence. C'est une joie, l'impression doit être c'est la joie. Louis-France, pour moi, a réfléchi une chose que les autres n'ont jamais réfléchi. Avec de petits moyens de bord, nous faisons que nous le remercions
sincèrement. Remercions aussi l'ancienne première dame de sa participation qui a facilité à avoir le matériel qu'on a utilisé. Vraiment, ça a été une réussite pour nous. Pareil pour le chevronné médecin venu de Kinshasa, notamment le docteur Steve Kilembe, héritier Lakou et l'anesthésiste Gloire Bakamba, qui sont revenus tour à tour sur les difficultés rencontrées, le technique médical utilisé pour sauver le cas le plus compliqué. Je suis docteur Kilembe Steve. Nous avons au total opéré une centaine de malades et qui avaient essentiellement des diagnostics de grosses bourses. Ici, c'est vraiment une réalité. Donc, on va voir des patients qui ont plus de 5, 10, 20 ans, voire, avec la maladie et qui ne savent pas se prendre en charge. Donc, on a rencontré des cas des hernies de toutes les catégories. Donc, les hernies inguinoscrotales, les hernies de la ligne blanche et aussi parmi les autres grosses bourses, nous avons eu des cas d'hydrocèle, l'hydrocèle que ce soit communicant, que ce soit des hydrocèles de manière isolée. Et tout cela a été pris en charge, bien que pendant notre campagne, nous n'avons pas enregistré un cas de décès. Je crois que c'était vraiment un parfait succès parce que tous les malades ont été pris en charge correctement. Et voilà, donc nous sommes contents par rapport à cela. Je m'appelle Dr Lakou, héritier. Le constat que nous avons fait ici à Païkongila est que, en fait, on a eu à sélectionner juste les hommes, mais au regard de ce qui a été sélectionné par les hommes, on a retrouvé encore les femmes qui avaient aussi les mêmes problèmes toujours. Alors on ne pouvait pas stigmatiser, on a voulu les prendre tous en charge d'une manière. En l'occurrence, on a eu des femmes aussi qui avaient aussi des hernies, notamment des hernies crurales beaucoup plus, des hernies ombilicales, tout ça. De façon générale, on les a pris en charge. Alors donc, ces initiatives du directeur Louis-France Kouzikessa, c'est vraiment une initiative vraiment encouragée pour une aide humanitaire. Nous souhaiterions que cette initiative, une fois que ça s'étendait à travers toute la République, ça serait vraiment une idée salvatrice. Bon, comprenez, la chirurgie, tout le monde, même vous étant journaliste, si on vous dit qu'on va vous opérer, vous aurez toujours de l'estress en fait. Donc les gens étaient stressés. Il y avait un malade au bloc opératoire. Je suis arrivé auprès de lui pour lui proposer la technique parmi lesquelles que je vais au moins réaliser. Et les patients étaient stressés. J'ai fait bien ma hiérarchie qui est l'une des techniques de l'anesthésie-réanimation. Vu son état de stress, les patients étaient stressés. Il a même refusé la technique. Étant anesthésiste et réanimateur, la communauté technique, après avoir constaté cela, c'était de donner quelques produits pour éviter les stress que les patients avaient. Parmi les produits, nous avons un produit que nous appelons la midazole. Le midazole, c'est un benzodiazépine qui joue un rôle comme un anxiolytique. Donc le midazole est là juste pour lutter contre les stress que les patients avaient présentés au bloc opératoire. Fin de la première étape, place à la poursuite de la campagne Task Force anti-hernie 2024-2028 dans d'autres provinces. Bien, comme on a dit, que ça ne sert à rien de vivre, d'être heureux seul. D'avoir un immeuble en plein milieu d'une forêt des pauvres. Le France, pour ceux qui n'ont pas très bien compris ce que s'est passé, quel était le sens de ta mission à Païkongila? Je voudrais de vive voix remercier l'ancienne première dame, la très distinguée Marie-Olive Lembe-Kabila. Je le disais tantôt, ces projets partent de quoi? D'un constat. La dernière fois, je voudrais profiter pour te remercier parce que j'allais enterrer mon père. Non, j'allais faire la pierre tombale de mon père. Lequel du deuil vous avez activement contribué, Jean-Pierre, et ça, c'est resté un souvenir inoubliable pour moi. C'est la famille. Il fallait aller faire une pierre tombale. Alors quand j'arrive au village de mon père, qui m'a vu grandir d'ailleurs. Je vais voir 3 papas amis à mon père qui vont venir se déshabiller avec des hernies de plus de 5 cm. À peine ils ne pouvaient même plus porter des pantalons, ils se promènent en pagne. Et ils mettent des soutiens, vous voyez, les soutiens-gorge des femmes, pour équilibrer les hernies débordées et qui n'ont pas eu gêne pour se déshabiller pour dire
nous manquons 500 000 francs congolais pour nous faire opérer ici. Est-ce qu'il y a moyen de nous aider? Moi, je croyais que c'était 3 cas. On pouvait se débrouiller en 500 000, 1 500 000 francs congolais. Avec l'aide de Dieu, on pouvait sortir. Mais là, au village de mon père, seul, on va répertorier plus de 25 cas. Scientifique que je suis, j'essaye d'intensifier maintenant le raisonnement pour dire si à un village, ça peut être plus à ces points, les secteurs, les territoires et la province et la République. Ouais, c'est comme ça qu'on mène les études. Il faut partir d'un échantillon. J'ai dit, je ne peux rien faire parce que si j'opère 3 personnes, ça va être de l'injustice. Pour d'autres cas, j'aime beaucoup la justice. Je rentre, je vais me battre pour trouver une solution. J'avais promis, j'ai dit, je trouverai une solution le plus tôt. Il avait fallu 3 mois et demi seulement pour que je conçoive un projet. Et le projet devait être financé. Le projet d'opération gratuite d'ERNI. L'ERNI, sans prétention d'être médecin aucune, l'ERNI est causé par les travaux forcés. Or, à l'intérieur, on vit des champs, de vélos, de motos, des étangs. Et c'est des travaux par la suite qui causent toujours des hernies. Et pour lesquels les gens meurent 20, 30 ans plus tard. Une douleur intense, Jean-Pierre. Insupportable. Insupportable. Et parfois, on n'a même pas 1000 francs pour acheter un produit pharmaceutique d'antidouleur. Et si on a les moyens de le faire, je le fais. Alors, on est arrivé jusqu'à répertorier des centaines de personnes, des patients. Je viens d'abord, je lance le communiqué parce qu'il faut rappeler ici, Jean-Pierre, que je suis l'un des leaders les plus écoutés dans l'espace Grand Bandundu. Il faut le rappeler. Que partout où je passe, il faut voir la capacité de mobilisation que j'ai chez nous, là-bas dans le Bandundu. Parce que j'ai toujours dit, à qui il n'y a pas de leader. Tout le monde doit être d'abord leader chez lui. Avant d'être leader ici à Kin, parce qu'à Kin, nous sommes tous des leaders. Je viens, je vais prendre le téléphone pour appeler Maman Olive, Lembe Kabila, que je salue en passant très respectueusement. Je dis, maman, j'ai un projet sur les opérations gratuites d'ERNI, parce que j'ai trouvé qu'il y a des problèmes chez nous. Voici ce que j'ai trouvé, voici les constats. Est-ce qu'il y a moyen, je sais que le temps peut être dur, mais vous avez toujours le cœur d'aider, d'assister, d'accompagner les gens, les démunis. Est-ce qu'il y a moyen, même si on ne va pas opérer tous les cas, ne fût-ce que l'échantillon, les cas le plus douloureux, le plus, je vais dire, le plus irrigeant. Soulager tant soit peu. Elle me pose la question, combien de cas vous avez répertoriés? Je demande un peu avec les radios communautaires qui travaillent avec moi. On était à plus de 800 cas déjà. Elle me dit, il faut venir m'expliquer le projet. Nous avons mis une journée d'échange, d'interaction, et l'idée que j'avais du projet a été autrement orientée. Elle m'a donné, parce qu'il faut rappeler que l'épouse d'un président de la République a d'abord de l'expérience sur le plan politique, parce qu'elle a vécu le grand moment de l'histoire politique, mais elle a travaillé dans le domaine de la santé. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup investi dans la santé des Congolais. Évidemment. Elle a suffisamment de l'expérience des hôpitaux pour orienter un projet lié au domaine où elle a suffisamment de l'expérience. Elle m'a donné des orientations qui étaient pratiquement parfaites et qui ont même contourné la vision primaire que j'avais avec beaucoup de modifications. Et c'est là qu'elle va dire, OK, laisse-moi voir. On finit les échanges, je suis rentré, je me suis dit, bon, il faut qu'elle prenne le temps qu'elle peut prendre, c'est un projet, ça prendra du temps. Jean-Pierre, je peux témoigner qu'elle n'avait mis que 12 heures pour me revenir, pour me dire, OK, j'accepte de financer la première phase du projet. Vous pouvez aller jusqu'à 300 cas. J'ai réuni l'équipe des médecins que je salue en passant. Les médecins qui sont sur place? Non, ici. Je suis parti avec le médecin d'ici, les anesthésistes, les infirmiers. Mais sur place, j'ai travaillé avec aussi le médecin que je salue, le médecin bienvenu Mbakalanga, qui est le médecin directeur de l'hôpital de Païkongila, avec toute son équipe. Il m'a alloué aussi son équipe en renfort. Parce qu'il y avait tellement il y a des gens qui dormaient à même le sol, Jean-Pierre. On arrive sur place, on est arrivé à 1500 cas. Tous les cas graves. Qu'est-ce qu'on a fait?
il fallait commencer quelque part. Oui. Sur 1500, 1300, on opère d'abord 300 cas. C'est énorme parce qu'on a eu 5 lits d'opération en raison de 2 médecins et un infirmier. 2 médecins, un infirmier, 2 médecins, un infirmier et le médecin de supervision et les anesthésistes de supervision. Donc une équipe de plus de 15 médecins et puis les infirmiers. Je salue la grandeur d'esprit du médecin directeur de Paï Kongila qui n'a pas cédé aux petites pressions. Vous voyez, vous allez opérer les gens, mais il y a des gens qui vont commencer à mener des combats. Il y a eu des problèmes là sur place? Non, mais des petits combats politiques. Les gens viennent vous voir, non, vous voyez, est-ce que vous pouvez nous donner la feuille des routes? Mais monsieur, vous êtes malade ou quoi? La feuille des routes de quoi? Je pose la question du monsieur. Vous ne voyez pas les dangers que vous courez parce qu'ici, si vous arrêtez cette campagne, ça va brûler. Vous demandez, parce que moi je suis capable d'aller dire à ces gens, rentrer à la maison parce que tel a refusé de mener cette campagne. Ce sont des à côté qu'on ne saura pas évoquer l'essentiel du travail. En allant, un petit témoignage pour terminer, Jean-Pierre. Oui. À 0h du matin, je trouve une femme, j'ai un reportage qui est là, tombée en train de saigner à fond, une femme à terme, prête à accoucher en pleine forêt qui devrait parcourir 14 km. En pleine forêt, je vois une dame qui apparaît, sa grande sœur, qui se met à genoux. Il y avait quand même un dispositif sécuritaire qui devrait descendre pour ça. Parce que c'était en pleine forêt, c'était inconcevable qu'il y ait des gens. On descend. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Est-ce que vous pouvez sauver une vie d'une femme qui est en train de couler de sang? Je suis descendu moi-même parce que moi, je suis né au village. J'ai vécu plusieurs fois ces cas-là. Des femmes qui naissent, qui mettent au monde, des enfants qui naissent entre un hôpital et un village. Oui, parfois derrière la maison. Derrière la maison. Ouais. Toi et moi connaissons cette expérience. Et mon équipage, pour la plupart, c'était des Quinois. Ils ne pouvaient pas accepter, toucher le sang. Je l'ai soulevé moi-même. Je l'ai amené avec moi et je suis arrivé à Paï Kongila, les habits mouillés de sang, sanglantés. Je l'amène à l'hôpital. On paye les formalités, on fait la césarienne. Cet enfant, à peine, commençait à avaler de liquide, mais en vie. Une jolie fille, bébé. On avait sur les réseaux sociaux qu'elle porte le nom. J'ai donné le nom de Marie-Olive Lembe Kabila. Les gens se posaient la question pourquoi. Pourquoi? Si Maman Olive n'avait pas financé cette campagne, je ne me retrouverais pas dans cette forêt en ce moment. Et cette femme mourait. Parce que pour les médecins, techniquement, ils m'ont dit qu'il lui restait 45 minutes de vie. Pour elle et l'enfant mourir. Non seulement j'ai donné le nom d'Olive Lembe Kabila, parce que c'est grâce au financement de la campagne Task Force Anti-Hernie 2024-2028, j'ai pris moi-même la responsabilité, la charge de commencer à envoyer une enveloppe pour cet enfant, parce que c'est un enfant qui est né avec une grâce particulière. C'était un enfant miraculeux. Bien, ce n'est pas donné à tout le monde. Et donc, cet enfant, jusqu'à 5 ans d'âge, je prendrai en charge. Il viendra quand même en vacances ici à Kinshasa. Je viendrai avec ici, sur ton plateau un jour. Ça nous fera plaisir. Tu verras ce bébé. Et même s'il faut se battre pour envoyer cet enfant en Europe, aller étudier dignement, comme les enfants des ministres qui volent des millions ici, il ira. Pourvu que seul le Seigneur nous prête vie. Bravo, félicitations pour Merci, ce que tu as fait. La deuxième phase pourrait intervenir quand? C'est au Kasaï. Le Kasaï est la province ayant le taux le plus élevé des hernies. Et nous sommes obligés d'aller au Grand Kasaï pour aller opérer les gens des hernies, des opérations gratuites d'hernie dans le cadre de la campagne Task Force. Mais là, il faut du financement. Maman Olive a fait sa part. Chacun pouvait faire sa part aussi. C'est une campagne ouverte. Ce n'est pas une campagne privée. N'importe qui peut donc... N'importe qui pouvait soutenir. Personne de bonne volonté. Pouvait soutenir cette œuvre-là pour continuer à opérer. Mais je sais aussi que Maman Olive, là où elle est, elle ne sera pas indifférente quand Dieu lui donnera un peu de moyens pour continuer. L'œuvre qu'elle a commencée. L'œuvre qu'elle a commencée. Donner du sourire à ses semblables. Et je la salue en passant. J'ai prié le Seigneur de lui donner le moyen pour que cette campagne ne s'arrête pas dans le Bandundu, mais soit intensifiée dans son objectif
dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo, notre pays. Une très bonne chose. Comme on a dit au début de l'émission, on ne fait pas certaines choses parce qu'on a forcément des moyens, mais parce qu'on aime, c'est semblable. Parfait. Maman Olive qui lutte contre la faim. On a vu une vidéo qui circule en ce moment. Je crois que c'est probablement dans le Congo central où elle se trouverait en ce moment, selon nos informations. Bon séjour à elle sur ces terres, les terres de son père. On revient à Kinshasa. Les choses bougent très très vite. Le France, Kuzikesa. Évidemment, en Europe, il y a des gens qui pourraient être intéressés à participer à cette campagne, à apporter leur contribution. S'ils ont besoin d'entrer en contact avec toi, on passe par quoi? Moi, je ne gère pas les fonds de la campagne. Ok. Parce que si je donne mon numéro, c'est comme si moi je percevais les fonds pour en gérer. Je peux donner, si vous voulez, le numéro du médecin qui est le responsable de la task force, le docteur Steve Kilembe. Son numéro, excusez-moi Jean-Pierre, c'est très important. Oui, c'est important pour que... C'est le 081. Si vous êtes à l'étranger, mettez plus 243. 81 14 94 574. Plus 243 81 14 94 574. Il y a des contributions à donner seront justifiées ici sur base des notes de perception. La campagne que nous menons, il y a traçabilité des fonds. On fait les rapports financiers à la fin de chaque campagne pour ce que ceci a coûté autant. Ceci a coûté autant pour ne pas faire comme Nicolas Gazadi. Vous prenez des millions, vous dépensez des mille. Donc, nous sommes disposés à recevoir des dons de quiconque pour aider notre population. Non seulement parce que la maladie, quand vous enlevez en quelqu'un la maladie, Jean-Pierre, c'est plus que de l'argent que vous donnez. On redonne du sourire. C'est plus que les études. Parce que sans la santé, rien ne marche. Évidemment. Donc, s'il y a des gens, des Congolais qui voudront participer, le numéro du docteur Steve, qui est le coordonnateur au niveau de la ville de Kinshasa, de la task force anti-hernie, et il fera rapport à l'équipe, c'est une équipe, et nous verrons, et tous les moyens seront déclarés ici, on vous enverra, Jean-Pierre. Merci de faire des politiciens les partenaires de ces grands projets qui aident les Congolais, pour que de temps en temps, on dira tel a envoyé autant, tel a envoyé autant. Il faut que le fonds question soit de transparence. Déclaratif. C'est très important. Ceux qui me connaissent savent comment je fonctionne. Merci bien. C'est important de donner du sourire à ceux qui en manquent. C'est très important. Pour nous qui avons grandi à l'intérieur, nous savons ce que c'est que le fait d'avoir une hernie. On sait que c'est une maladie handicapante. Pourtant, c'est une maladie bénigne. On peut soigner rapidement. Et au bout de 48, 72 heures, quelqu'un peut retrouver ses jambes et continuer à faire ça. Déjà, les gens étaient opérés le matin. L'autre matin, les jours suivants, il y a des gens qui allaient chercher des cartes de lecteurs. C'est-à-dire, comme on avait lancé comme en massif, les élections étaient reportées. Ah oui, pour les élections, justement. Oui, donc les gens se levaient. J'ai vu 4 malades en train de courir. Je pose la question, monsieur, mais c'est quoi, vous allez où? Je dis non. Il parle à Kikongo, dit nous allons chercher nos duplicata de cartes d'identité. Il dit mais on venait de vous opérer. Il dit mais oui, mais on se sent bien. Oui, on a été déchargé. Bien, ça c'est formidable. Et on a organisé un match de football avec tous les opérés. Dans un mois ici, vous les verrez aller jouer au football, même le vieux papa qui iront jouer au football après avoir été opérés. Je pense que vous serez conviés à cette descente pour vous la première fois. Ça nous ferait plaisir. D'arriver à Païkonguila chez moi. Ça nous ferait plaisir. On aime bien Massy, les fonds là-bas, on aime bien. Merci. Merci bien. Alors, la politique chinoise, on a pris beaucoup de temps pour parler de cette campagne parce que pour nous, ça a de l'importance que ceux qui détournent des millions et qui les amènent dans les paradis fiscaux. Très bien. Bon, le dernier débat en ce moment, c'est sur la Constitution. Mais avant ça, vous avez parlé de Nicolas Kazadi. Il a même été titillé par l'IGF qui dit qu'être disculpé ne signifie pas qu'on a été blanchi. C'est juste que le procureur n'a pas trouvé assez de moyens, de preuves pour coincer un présumé, un détenu, enfin, ou quelqu'un qui a des ennuis. Nicolas a fait une interview avec nos confrères Élisée Odia et d'autres. Il a donné sa version des faits. On a vu plus tard quelqu'un, parce qu'il a mis quiconque au défi, montrez-moi quelqu'un, un investisseur, un entrepreneur auprès de qui j'ai demandé de l'argent, rétrocommission. On a vu quelqu'un apparaître sur les réseaux sociaux, faire des allégations.
Tout ça aussi, c'est à prendre avec des pincettes. Je voudrais que Louis-France, qui a suivi cette interview depuis Paille, donne aussi son point de vue de ce qu'il pense. Parce que pendant longtemps, on a condamné Nicolas, évidemment sans l'avoir écouté. On l'a condamné sans l'avoir écouté parce qu'il fallait aussi écouter sa version. Même s'il s'était déjà défendu une fois avec Patrick Mouyaya et que certains estimaient que ce n'était pas assez convaincant. Vous avez la parole. Merci Jean-Pierre. Je vais avoir des approches. Je vais me fonder sur des approches. La première approche, elle va être procédurale, liée au droit, à la procédure juridique ou à la procédure des droits. L'autre sera la sociologie, la perception générique des Congolais sur cette question. Et enfin, la politique qui départage le désphère. Comme technicien de droit, Jean-Pierre, et comme concepteur d'un programme de gouvernance d'État, comme quelqu'un qui a une idée sur ce qu'un État devrait être, parce qu'aujourd'hui, tous les États devraient être des États modernes. Mais nous ne sommes ni État médiéval, ni État moderne, ni État tout court. Sur le plan de la procédure, Jean-Pierre, ce n'est pas à l'inculpé de lui-même se faire passer pour un innocent dont aucune décision judiciaire n'a confirmé ou infirmé. Il y a eu un communiqué, il y a eu une correspondance du procureur général après la Cour de cassation qui l'ait disculpé, qui annonçait qu'il ne sera plus poursuivi. Parmi les mesures judiciaires, parmi les décisions de justice, il n'existe pas une décision judiciaire qui s'appelle communiqué. Les non-lieux. Je répète. On peut classer une affaire faute de preuves. Je répète. Dans la nomenclature, dans la typologie des décisions de droit rendues par les instances, les juridictions, il n'existe pas une décision qui se soit appelée communiqué. Son affaire n'était pas encore fixée. Il n'était qu'à l'étape de l'instruction. Je fais remarquer à l'opinion. 2. Jean-Pierre Kayembe. Ce n'est pas au président d'une juridiction quelconque d'établir la responsabilité pénale de l'individu en dehors du magistrat instructeur quand le dossier est au niveau préjuridictionnel ou de son juge naturel quand au niveau du tribunal. Évidemment, au niveau juridictionnel. C'est le procureur général lui-même qui avait lancé l'instruction. Il la close lui-même. 2. Jean-Pierre, je ne vais pas aller loin, je vais revenir parce que c'est une vérité que je vais vous dire en face que vous devez supporter. La force politique de M. Nicolas Kazadi aujourd'hui, c'est la jouissance des immunités tribales. Il n'existe pas des immunités tribales. Je vous donne, moi je suis doctrinaire. Je suis chercheur, je suis doctrinaire. L'objectif des doctrinaires, c'est de soulever des problématiques de la société non existentielles préalables. M. Nicolas Kazadi est jouisseur des immunités tribales qui sont au-delà des immunités parlementaires ou qui sont au-delà des privilèges des juridictions. Il a dit lui-même que c'est lui qui était demandeur. Il a demandé qu'on ouvre finalement l'instruction. C'est-à-dire... Il a dit que c'est lui-même qui courait après le magistrat pour être entendu. Sachant... Parce que ne se reprochant de rien. Sachant que l'instruction n'aurait aucun effet vis-à-vis des immunités tribales parce qu'il existe une incompatibilité sociologique entre des privilèges de juridiction, entre la procédure classique, normative, réglementaire de droit et une immunité tribale. L'immunité tribale est au-delà de toute question de procédure, de principes, de normes, de règles de société. Tout jouisseur des immunités tribales est au préalable exempté de toute procédure réglementaire. Je vous démontre. J'étais choqué, Jean-Pierre, d'entendre de la bouche de M. Nicolas Kazadi, et j'étais choqué parce que c'est ce jour de l'interview de M. Nicolas Kazadi que la République a été jetée dans la rue. Notre pays est à ce jour dans la rue, et le président de la République, qui est objet d'étude
de toute question, tant de droit, de la politique, de la politologie comme de la sociologie, parce que l'ensemble de mécanismes interinstitutionnels d'un État se fonde sur le pouvoir politique du président de la République. Le président siège au pouvoir exécutif comme chef de l'exécutif. Le président siège au pouvoir judiciaire comme le magistrat suprême. Mais il ne siège pas au conseil. Non, quand je parle de siéger, c'est par pouvoir d'attribution constitutionnelle. Je le dis comme technicien, Jean-Pierre. C'est-à-dire quoi? Le président a un pouvoir administratif et politique sur la fonctionnalité juridique de l'appareil judiciaire d'un État. Pas sur papier, mais il peut gracier. Il a le pouvoir des grâces. Mais quand vous me parlez déjà des grâces, c'est le président qui nomme les hauts magistrats, Jean-Pierre. Mais il n'interfère pas dans le fonctionnement. Les hauts magistrats sont nommés par le président de la République. OK? Mais ils rendent la justice au nom du peuple. Dans la notion de séparation des pouvoirs aujourd'hui que vous appelez, que tout le monde veut chanter, et ce principe est opposé au pouvoir de coopération interinstitutionnelle des institutions, ou encore parle de la séparation assouplie des institutions. Revenons au cas de Je m'excuse, des organes de l'État. Je vais revenir par là. Les pouvoirs, enfin, qu'est-ce que j'ai dit? Le pouvoir exécutif doit jouir de l'indépendance du pouvoir judiciaire comme du pouvoir législatif, mais le président, lui, peut dissoudre l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale peut remettre en cause, en votant le mécanisme des poursuites contre le président. On a tout fait pour que le pouvoir limite le président. Non, mais c'est comme ça que je vous dis, on appelle la séparation assouplie des pouvoirs. Et à ce jour, l'institution président de la République a été vidée de toute substance dans notre pays. Comment ça? Et les enfants qui font des travaux de fin de cycle doivent considérer ça comme objet d'étude de leurs travaux de fin de cycle. 1. Quelqu'un vous dit, je voulais monter, vous n'avez pas mesuré la gravité, Jean-Pierre, des propos de M. Nicolas Kazadi. Tout homme d'État mesure la gravité. J'ai reçu le coup de fil du chef de l'État. D'abord, un président public n'appelle pas quelqu'un pour demander les renseignements sur la procédure administrative dont il a l'ampliation. Monsieur, le président lit par document, il répond par document. Ça, c'est un. Premier élément de confirmation des immunités tribales de M. Nicolas Kazadi, c'est qu'il dit, le président m'a appelé. D'abord, le contenu des échanges. Évidemment, parce qu'il devait voyager. Le contenu des échanges, le chef de l'État. Il a été empêché de voyager. Tout ce qu'un président de la République fait est une question d'État. Oui, il n'est pas exclu que le président appelle son son propre ministre. Quand le président prend un téléphone, ces échanges sont considérés comme des échanges d'État, monsieur. Parce que, en droit constitutionnel congolais, le président est le seul individu qui se confond à une institution. Oui, le président a des collaborateurs. Tout ce que le président fait, il le fait comme président de la République. Excusez-moi, quand il est dans la chambre à coucher, il est président. Il n'y a pas un moment où le président arrête d'être président. Quand il mange avec la famille, il est président, monsieur. Un monsieur vous dit, j'ai reçu le coup de fil du président pour me dire, et avec arrogance, non, je pense qu'elle ne partait pas parce que le rapport que j'ai reçu du ministre de la Justice, c'est que pour gérer les réseaux sociaux, bon Dieu, Jean-Pierre, donc le président, un chef de l'État que je serai, je demande à quelqu'un de ne pas aller pour gérer les réseaux sociaux. Premier incident d'État. Deuxième incident, c'est M. Nicolas Kazadi, jouisseur des immunités tribales qui rapporte. Deuxième élément, M. Nicolas Kazadi dit, j'ai dit au président, donc là il y a un échange. Le président est en train d'auditionner un ministre sur l'opportunité du voyage ou non. Et en ce moment, le président agissait en quelle qualité? Président de la République, magistrat instructeur, procureur ou quoi? 2. J'ai dit au président, bon sang, Jean-Pierre, j'ai dit au président, monsieur le président, d'ailleurs c'est monsieur Moutamba qui est à la base de l'amplification de cette affaire. Et le président m'a dit, je te reviens. Donc, évidemment, le président appelle encore quelqu'un d'autre.
Bien, ça lui permet d'avoir toutes les informations. Le président il est vrai que l'ancien ministre des Finances a caricaturé. Il est vrai que... Jean-Pierre, s'il vous plaît. Non, je vous comprends. S'il vous plaît. Il a caricaturé. Laissez-moi terminer, le raisonnement n'est pas mécanique. C'est très important, je dois vous relancer. Oui, vous allez rebondir parce que c'est un raisonnement. Si vous allez justifier ça, moi je vais être choqué. Au nom de l'État congolais. Mon rôle n'est pas de justifier quoi que ce soit ici. Et au nom de notre peuple. Je serais très scandalisé. Non, je vous relance, je pose des questions. Il n'y a pas de problème, c'est légitime, Jean-Pierre. Merci. 2. Le président appelle quelqu'un d'autre et lui revient pour dire « Ah oui, effectivement, j'ai constaté qu'il n'y a pas d'audience. » Non, le président ne savait même pas. Mais on dit que le président est le mieux informé de tout le monde, monsieur. Donc le président doit chercher les informations au téléphone. Il n'est pas omnipotent, quand même. Le président a des services, monsieur. Ouais. Le président a des informations sur tous les détails, mais sur papier. Le matin, comment ça se passe? Parce que j'ai les ambitions de devenir président de la République. Vous avez les rapports journaliers. On parle de bulletins d'information d'État. On ne va pas commencer à enseigner la fonctionnalité juridique et administrative de l'État ici. On amène un papier. Excellence, monsieur le président, pour tel dossier. Il y a des infos qui peuvent surgir la journée. Bon, après, comme le cas même quand les informations peuvent surgir, comment le président vérifie? Ce sont les services qui devraient appeler M. Nicolas Kazadi. Les téléphones du chef de l'État appellent pour des questions d'État. M. Nicolas Kazadi, je vous appelle de la part du président de la République. Là aussi, c'était une question d'État. Nicolas est ministre des Finances. Monsieur Tshisekedi est président de la République. Et nous parlons d'une affaire d'État, des fonds. Excusez-moi. Des fonds publics. Merci. Ouais. Deuxièmement, c'est lui qui avait interdit que M. Nicolas Kazadi voyage et aussi l'organe d'État. Et le président dit, ah oui, finalement, tu peux voyager. Donc, seul le président de la République a le pouvoir d'autoriser comme d'interdire quiconque de voyager. Il assure l'arbitrage. Monsieur, ce n'est pas pour rien qu'il est le garant du bon fonctionnement. C'est important. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Jean-Pierre. Il assure par son arbitrage. Jean-Pierre. Ouais. Le président, on appelle ça le principe de limitation des pouvoirs. Le chef de l'État n'a pas tous les pouvoirs d'État avec. Le président ne peut pas aller au cachot aujourd'hui pour dire, monsieur, toi sors. Mais ce soir-là, Nicolas Kazadi n'a pas voyagé. Non, je répète. Il a voyagé deux jours après. Non, je répète. Le président de la République ne peut pas arriver au cachot de Soussiat de chez toi aussi au quartier pour demander, sortez-moi ces messieurs. Tu sais ça? Je ne vais pas aller au niveau du tribunal. Je dis au niveau du Soussiat. Tu vois le Soussiat qui est derrière votre bureau ici? Le président n'a pas le pouvoir d'aller demander à quelqu'un de sortir ou demander à l'OPJ de sortir tel. Il n'a pas ce pouvoir-là. Mais s'il peut avoir le pouvoir que toi tu lui attribues, que vous lui attribuez, excusez-moi de vous tutoyer, de demander à Nicolas Kazadi de voyager comme de rester, donc le pouvoir de la République est dans la rue. Non. Ici, c'est au cas où. En effet. Après renseignement, le président avait plus d'infos dans l'affaire. En effet. Deuxième élément. Il a assuré son arbitrage. Deuxième élément. Deuxième fondement justificatif des immunités tribales de M. Nicolas Kazadi. Jusqu'aujourd'hui, ce dossier est pendant. Il dit qu'il a été entendu. Non. Entendu, Jean-Pierre. L'affaire a été classée sans suite pour lui. Jean-Pierre. Mais deux autres personnes sont toujours poursuivies. Jean-Pierre. Entendre quelqu'un signifie quoi? Vous pouvez être entendu aujourd'hui en tant que renseignant et rentrer à la maison. Le parquet, ceci ne fait pas de vous un inculpé. Le parquet instruit à charge et à décharge. Et jusque-là, M. Kazadi n'était pas inculpé. Mais pour votre information, des acteurs dans la chaîne de responsabilité pénale de cette affaire ont été arrêtés, envoyés à Makala. L'un a bénéficié de la liberté provisoire. L'ancien ministre François Roubota. Après, moi je parle d'abord des faits. En attendant, 2 ont été arrêtés, comme ne jouissant d'aucune immunité tribale, ont été arrêtés, envoyés à Makala. Mike Kassenga et Kassayen, nous semble-t-il aussi. Non, quand je parle des immunités tribales, je ne parle pas des Kassayen. Ça, c'est un débat dans lequel tu veux m'amener qui n'a pas de sens. Bon. Moi, quand je parle des immunités tribales, tu penses que c'est être Kassayen. Ça n'a rien à voir. Et là, vous faites allusion à quoi? Ah ben voilà. Je répète que le 2 qu'on a arrêté, envoyé à Makala, ne jouissant pas des immunités tribales.
est le seul acteur principal qu'on appelle auteur. Parce que dans la chaîne des responsabilités pénales, il devrait y avoir les auteurs. Auteur, c'est celui qui commet directement, qui pose un acte répréhensible de façon directe. Un co-auteur est celui qui participe à la commission de l'acte répréhensible. Mais après instruction, un le parquet a trouvé qu'il n'y avait pas d'indice de culpabilité un dans son chef. complice est celui qui a appris de la commission de l'acte sans dénoncer. Mais de ces trois, les deux ont été arrêtés en tant qu'auteur, co-auteur ou complice. Et Nicolas Kazadi est-il auteur, co-auteur ou complice? Il a été entendu à quel degré de responsabilité pénale? Et finalement disculpé. Parce non, que je dis avant d'être disculpé, on devrait nous dire il a été entendu à quel degré de responsabilité. C'est une question fondamentale, non? Bien, ça, il faut poser au parquet. Donc, qui a enquêté sur l'affaire. Ah ben voilà. Donc, deuxièmement, M. Nicolas Kazadi, comme c'est de lui qu'il s'agit, dans un ton très arrogant, vous dit, non, après le président m'a dit, tu peux partir. Et si le président avait dit, ne pars pas, même si le procureur avait dit, ne pars pas, si le président dit, pars, il part. C'est ça, non? L'instructeur du dossier dit, monsieur, vous ne partez pas parce que vous devez continuer à fournir des informations à la justice. Mais quand le président dit, tu peux partir, il part. Cette personne-là jouit de quelles immunités? Des immunités tribales qui sont au-delà. Parce qu'il n'y a que des immunités tribales qui sont au-delà des immunités parlementaires et des privilèges de juridiction. C'est très important, Jean-Pierre. S'il devait voyager pour l'intérêt du pays, l'on peut apprécier. C'est là qu'on dit qu'on juge de l'opportunité de poursuite en ce moment-là. Bon, comme il va représenter l'État. Le juge de l'opportunité de poursuite dit ne pars pas parce que j'ai besoin de toi ici. Mais le président dit ok, tu peux partir. Mais ce soir-là, il n'a pas voyagé. Non. Il a voyagé. Moi, je ne parle 3 pas jours du soir, du matin. Je me fonde sur les propos de M. Nicolas Kazadi. Point. Bien. Matin, soir, midi, ça, c'est pas mon problème. Comme Alinguet a dit, être disculpé ne signifie pas qu'on a été blanchi. C'est juste que les magistrats n'avaient pas assez de preuves pour te cravater. Oh. Mais comment on avait sur le même dossier de preuves sur Robota? Lui, il s'est limité à financer, à décaisser les fonds. Il s'est arrêté là. Sans procédure. Il a expliqué qu'en politique, Jean-Pierre, dépenser l'argent en procédure d'urgence. Je ne défends pas quelqu'un ici. Non, moi je n'ai pas dit que vous défendez quelqu'un. Mais maintenant, je ne vous ai pas. Vous faites votre rôle. Vous êtes un grand journaliste. Je vous pose des questions. Vous faites votre rôle. Et moi, je joue les miens. Il a expliqué, même si Delis Sesanga dit que les dépenses en mode d'urgence, c'est une délinquance financière, mais ce n'est pas une faute de gestion. Je vous fais une formule magique. Trio. Je suis M. Louis-France. Je vous ai demandé de garder l'argent. Je demande à Christian ou à mon jeune frère Gédéon de venir prendre 10 000 $. Gédéon vient. Vous prenez 10 000 $, vous lui donnez sans m'appeler pour me dire est-ce que vous avez envoyé Gédéon ou Christian pour avoir l'argent? C'est quoi ta responsabilité en ce moment? Tu es innocent? Bien, il faut voir si c'est le même cas, si c'est ce qui s'est passé là-bas. Si notre convention collective qui te donne le pouvoir de garder l'argent a prévu que pour que tu sortes l'argent, il faut que nous puissions signer tous. Et que toi tu signes seul, tu sors l'argent. Tu es innocent. On a 5 minutes avant de rentrer en antenne. La question sur la révision constitutionnelle ou son changement. Il y a depuis une campagne pour contrer toute velléité des révisions de la loi fondamentale. Il y a même un groupe appelé Sursaut patriotique qui réunit les Delis Sesanga, Claude Loubaya ou encore Seth Kikouni, Alain Bolodjoa et les autres qui battent campagne contre ça. Je vais lire très rapidement un extrait de leur dernier appel. C'est très important que l'opinion sache. Ils ont dit, vous allez donner, Louis-France, votre avis. On n'a plus que 5 minutes. Qu'aucun individu d'aucune sorte ne peut exercer plus de 2 mandats à la tête du pays, ni Joseph Kabila hier, ni Félix Tshisekedi aujourd'hui, ni encore, ni un autre demain, après 2028, et plus jamais. Un extrait de leur appel, appel du sursaut patriotique, ces groupes d'opposants opposés à tout changement de la Constitution. Vous avez la parole.
On n'a plus que 5 minutes. Compte tenu du temps, on aurait bien voulu prendre du temps, mais on reviendra. Il y a pas de problème. Je vais me résumer. On a voulu centraliser l'émission d'aujourd'hui sur la campagne humanitaire. Merci Jean-Pierre. C'est ce qui est très important. Mais comme l'actu oblige, on ramasse quelques éléments. Merci Jean-Pierre Kayimbe. T'as tout? Ok quoi? Parce que c'est un nom que tu ne veux pas vulgariser. Ok quoi? Oui, c'est bien. Il faut toujours vulgariser les postes, non? C'est toujours important. Ça fait partie des éléments d'identité. Bien. Les noms est composé d'un ou de plusieurs éléments. J'ai préféré vous donner les quelques éléments. Jean-Pierre, j'ai 4 éléments. Parce que les gens qui viennent parler de l'opportunité au nom de la révision constitutionnelle viennent de façon éparpillée. Moi, j'ai 4 éléments. Si vous répondez à ces 4 éléments, si ceux qui sont à la maison me disent ces 4 éléments sont répondus favorablement, je dis à ce jour sur son plateau, je suis favorable à la révision constitutionnelle. En 4 minutes maintenant, allez-y, expliquez-vous. Le premier élément, c'est l'urgence. Toute révision d'un texte répond à une urgence. Une urgence d'un problème des sociétés. Parce que les textes sont faits comme des règles pour normaliser la vie de la société. Pour réglementer la vie de la société. Quelle est l'urgence pour la révision constitutionnelle aujourd'hui? Quels sont les problèmes urgents de la société qui nécessitent la révision constitutionnelle? 1. 2. La nécessité. Quelle est la nécessité de la révision constitutionnelle vis-à-vis des problèmes de la société? 3. La priorité. Quel est le vrai problème du peuple aujourd'hui qui nécessite la révision constitutionnelle? Ce sont les objectifs de tout texte de droit, comme réglementaire. 2. Quatrième élément. Le profil de ceux qui portent les débats. D'abord, quand cette constitution était en train d'être adoptée, l'IDPS aujourd'hui va avoir des immunités, l'immunité, les limites, et être un peu distante de parler de la question de la constitution, parce que n'ayant participé ni à la conception, ni à l'élaboration, ni ayant participé à un débat constitutionnel. Mais c'est pourquoi ils disent qu'il est temps de la changer. 3. Même si je disais hier sur Facebook Jean-Pierre, que la constitution ne devait pas être l'œuvre de quelqu'un, oui, ou d'un régime. Je dois aller vite. 3e élément. Vous pouvez lire du 1er au 229e article de la Constitution. Il n'existe pas un concept qui s'appelle changement de la Constitution. Pas de la révision. Non, on a parlé du changement. Je commence d'abord par là. Le changement, parler du changement de la Constitution aujourd'hui relève de l'illettrisme et de droit. Changement voudrait dire qu'on fait tomber celle qui est là et aucune constitution dans le monde n'a prévu le mécanisme de sa déchéance. Parler du changement de la Constitution relève de l'analphabétisme constitutionnel. Parce que tout changement ou révision d'un texte revêt un caractère procédural. Quelle est la procédure du changement de la Constitution dans notre pays? En rédiger une autre, mettre en place une commission. Non, mais sur base de quelle procédure? Non, Jean-Pierre. La soumettre à la volonté populaire. La commission là, qui doit instituer la commission, parce que la procédure de révision constitutionnelle est prévue par la Constitution elle-même. Mais la procédure du changement n'est pas prévue. Ça va se passer comment? C'est un débat de fond. Déjà parler du changement de la Constitution est tout simplement de l'analphabétisme constitutionnel. 2. Les profils de ceux qui portent les débats. Le débat est porté, excusez-moi, je ne vais pas mettre les gens mal à l'aise, Augustin Kabouya. Ouais. Est-ce qu'Augustin Kabouya a les épaules de mener un débat scientifique sur la révision ou non de la Constitution? Il y a Laurent Onyemba qui a demandé un débat contradictoire. Non, je n'ai même pas besoin de savoir quels sont... Je prends une disposition sur laquelle on se fonde pour demander la révision constitutionnelle. Et je vais expliquer cette disposition. On dit quoi? La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou accords d'association ou de communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. D'abord, abandon partiel de souveraineté. Qu'est-ce qu'on appelle la souveraineté en politologie? La souveraineté est définie comme un droit absolu qu'a un peuple de résoudre ses propres problèmes. Mais autour du président, sa sécurité est tenue par des mercenaires étrangers. Ce n'est pas l'abandon partiel de la souveraineté. Ça, c'est bien. Non, laissez-moi. Je suis à la 2e minute, s'il vous plaît. Non, je suis en train de mener un raisonnement technique. On a épuisé d'ailleurs. Vous voulez priver des Congolais des éléments très importants. J'ajoute 1 minute. Compte tenu du temps, on
voudrait bien aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de problème. C'est pas qu'on essaie de vous museler. Il n'y a pas de problème. Non, vous ne pouvez pas me museler, Jean-Pierre. D'accord. Parce que vous n'en avez pas la culture ni l'habitude. Ce n'est pas l'impression que j'ai donnée non plus. 2. Quand vous regardez, pour que le président de la République prête serment, président Tshisekedi prête serment, il avait fallu que quelques salons occidentaux, salons politiques au niveau international, disent oui, il n'y a pas eu fraude électorale et le président a été réellement élu pour qu'il prête serment. Ce n'est pas l'abandon partiel de souveraineté. 3. Vous avez Bunagana qui n'appartient plus au Congo aujourd'hui. Ce n'est pas l'abandon partiel de souveraineté. Donc il faut une révision constitutionnelle pour qu'on remette Bunagana au Congo. Voici ce que cette disposition veut dire. Pour terminer. Dans son esprit. Quand vous lisez la charte, parce que les gens ont un problème de lecture, un problème d'alphabétisme. Quand vous lisez le préambule de la charte de l'Union africaine, il a été prévu. Cette incuse tire origine à la Convention de Vienne, spécialement son article 96-97, qui prévoit ceci. Le président africain sont naturellement des gourmands, des intempérants et des dictateurs. Il y a un débat entre la souveraineté d'un État qui exclut la notion de la non-ingérence, et qu'aucun autre État étranger ni organisation internationale n'a le pouvoir de venir s'ingérer aux questions d'un État. Mais entre-temps, les présidents africains sont en guerre avec les peuples. Mais en cas de massacre, en cas de répression, en cas d'usage disproportionné des armes létales à destruction massive et répressive, qui doit intervenir à la place du peuple? Ce sont des organisations internationales et des autres États. Et comme pour que d'autres États et organisations internationales interviennent aux questions d'un État pour ne pas violer le principe de souveraineté des États et le principe de non-ingérence, il fallait inscrire dans les constitutions africaines cette question d'intervention de la politique internationale. Cela veut dire aujourd'hui, si le peuple marche et que la police réprime, vous avez des outils, des instruments internationaux qui peuvent intervenir pour protéger le peuple. Et même si le régime dit que c'est l'ingérence, on peut se fonder, on peut légitimer cet argument sur l'article 217 de la Constitution pour dire non, il peut y avoir intervention. Et cette disposition de l'article 217 est complétée par l'article 215 consacrant la prépondération des traités et accords internationaux dûment ratifiés par la RDC qui devrait avoir une prépondérance sur le droit interne. C'est pour la protection de droits et libertés des citoyens. Voilà pourquoi vous allez avoir, il y a la présence de la MONUSCO qui n'a pas de frontières pour opérer dans notre pays, au nom de l'article, parce que quand vous voyez des unités étrangères qui peuvent venir dans un État pour commencer à protéger, c'est une ingérence. Mais sans légitimation ou légalisation de cette procédure d'intervention extérieure, en ce moment, le régime peut se lever pour dire que c'est de l'ingérence. Mais aujourd'hui, le peuple peut dire non. L'article 217 en a prévu. Mais l'article 217 revient plus sur des initiatives qui vont dans le sens de consolider l'unité africaine. Non. L'unité africaine, c'est quoi? Ce sont des interventions, c'est la coopération. Bien. Donc la coopération peut être militaire ou économique, de l'aide humanitaire que nous recevons tout le temps. C'est de l'ingérence. L'Église catholique qui dit que les conditions ne sont pas réunies pour organiser un référendum ou procéder à un changement ou à une révision de la Constitution. L'abbé Donatien Cholet s'expliquait hier dans le cadre des États généraux de la justice. En plus de ça, Jean-Pierre, pour terminer en 3 secondes, dites-moi ce que le président Tshisekedi avait promis pendant la campagne dont tu n'as pas été en mesure de faire à cause de la Constitution. Merci bien, Louis-France. Bonne journée. Merci également au public. Merci pour le temps. On reviendra pour refaire cette émission. Il n'y a pas de problème. J'ai été très coincé. Nous n'avons pas. Je n'ai pas eu suffisamment le temps matériel. Vous êtes libre ici. Non, nous reviendrons par rapport à la restriction, mais par rapport au temps. Je pense que prochainement, la semaine prochaine, on peut refaire l'émission. Avec plaisir. Cette fois-là, on reviendra sur les états généraux de la justice. Il y a beaucoup de choses. On est au 6e jour aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui se font là-bas, qui se disent. Des intervenants, des magistrats ont dénoncé des invités qui viennent, des étudiants, parfois des gens qui ne comprennent rien, des thématiques sélectionnées pour faire plaisir à un homme. Et nous parlions ici hier avec un de nos invités sur le rélan présidentiel du ministre de la Justice. Enfin, c'était une pique d'un de nos invités.
On y reviendra avec beaucoup de détails et sur la question de la Constitution. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.